Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'avoir en main, mais quand j'ai lu Metal Never Dies, le livre conjointement écrit par Metallica et Metal Orphans, j'ai un peu tiqué. Pour vous résumer l'histoire, il s'agit d'un livre écrit par 3 personnes. Charlie et Badr de la chaîne Metal Orphans, qui ont écrit les encadrés Metal Orphans et le chapitre sur le stoner, et Hubert de la chaîne Metallica, qui a écrit le plus gros du bouquin. Je ne ferai pas de critique complète du livre, il y a déjà la vidéo de Read 'em All pour ça, et de toute façon, il n'est plus possible de se le procurer puisqu'il faisait partie d'une campagne de financement participatif qui est terminée, et c'était le seul moyen de l'avoir. Mais j'ai tout de même remarqué qu'il manquait quelque chose, surtout pour un fan de métal extrême comme moi. Le livre est rangé par genre, et il en manque au moins 3. Le black metal, le death metal et le grindcore. Et je me demande bien pourquoi. Eh ben en fait c'est très simple. Nah, je plaisante. En fait, le temps que j'avais pour écrire le livre était tout simplement pas assez grand pour que je me risque à parler de style de métal que je maîtrisais beaucoup moins. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est les mecs de Metal Orphans qui ont écrit le chapitre sur le stoner et pas moi. Et donc c'est pour cette même raison qu'on a laissé de côté ces styles-là, potentiellement pour en parler dans un volume 2 si volume 2 il devait y avoir, mais surtout pour que je puisse être dans une espèce de zone de confort pour ce qui était mon premier projet d'écriture. Et donc, pour pallier cette absence, j'ai décidé, avec quelques compères, de créer en vidéo ce chapitre perdu. Bienvenue dans la vidéo sobrement intitulée Metal Never Dies, The Lost Chapter. J'ai choisi Alceste. Choix facile, voire évident diront certains, mais après tout, pourquoi pas? Alceste n'est-il pas un parfait représentant de la scène française qui a su parfaitement s'exporter, notamment au Royaume-Uni ou au Japon? Un groupe à connaître, selon moi. Fondé en 1999 par Neige, le but étant, entre autres, de partager les expériences transcendantales de son créateur. Mais si le groupe fut créé pile à la limite des règles imposées par cette vidéo, le premier album, lui, n'arriva qu'en 2007. Souvenir de notre monde pose les bases en alliant black metal et shoegaze pour un résultat magnifique, incitant l'auditeur à voyager dans le monde de Neige. En 2010, Écailles de Lune magnifie le style, faisant preuve de maturité, professionnalisme et nous offrant une musique des plus magiques et oniriques. Comment ne pas être transporté à l'écoute de titres tels que Percée de lumière? Et comment ne pas être ébloui par Voyage de l'âme, troisième album d'Alceste qui verra le groupe aller encore plus loin dans la sensibilité et l'émotionnel. Cet album sera clairement le pinacle du groupe, leur chef-d'œuvre à mes yeux. Si grandiose qu'il est parfois difficile de poser des mots sur les ressentis qu'il procure. 2014 verra l'arrivée de Shelter, plus atmosphérique, plus shoegaze, plus lumineux, dénué de métal, un album qui divisera les fans, moi le premier. 2 ans plus tard, Kodama retrouvera les éléments black metal et fera un joli petit clin d'œil au Japon. C'est un opus ma foi fort sympathique qui contient de belles perles, Je suis d'ailleurs, Oiseau de proie. Ce sera d'ailleurs le dernier album qu'Alceste sortira sous Prophecy Records, puisqu'ensuite il signera avec le géant Nuclear Blast et sortira en 2019 Spiritual Instinct. C'est un disque assez sympa qui malheureusement se contente de reprendre les codes d'Alceste sans réelle prise de risque. Voilà, sur cet album on a un côté checklist, si j'étais mauvaise langue je pourrais dire que Nuclear Blast a imposé une copie conforme des autres compositions pour que ça colle bien dans le moule, mais bon. Alors toutefois ça s'écoute, même si bien sûr on aura tendance à revenir très très facilement sur les premiers albums du groupe, les meilleurs, vous l'aurez compris. Un aspect très intéressant de la scène black, c'est que c'est très probablement, avec la scène death, la scène la plus rattachée au milieu underground, mais également paradoxalement la plus prolifique. Ce rattachement s'explique selon moi assez facilement. C'est un milieu très do-it-yourself, mais qui est également teinté d'un esprit de nihilisme et de misanthropie, qui pousse la plupart de ses acteurs à se couper de la masse et de façon assez générale à se couper des autres, pour se regrouper dans une bulle élitiste. Enfin élitiste, c'est vite dit quoi. Autant avec le death je me sens à l'aise, autant avec le black j'ai déjà beaucoup plus de mal. Bien évidemment il y a des perles qui arrivent à passer à travers les mailles de mon filet sélectif, mais c'est rare. Et parmi ces raretés, ce sont les Français de Asiard qui ont réussi à me surprendre. Actifs depuis 2001, les Parisiens s'expriment dans un style Black Death. On me dira que c'est peut-être un peu triché, mais moi je trouve que ça illustre très bien le caractère innovant et polymorphe de la scène moderne. C'est en particulier avec leur album Métampsychose qu'ils m'ont conquis.
servi par une production propre très éloignée de ce que la scène black a l'habitude de nous servir. Ouais, moi je suis de ceux qui aiment distinguer les notes qu'ils entendent. Le groupe nous plonge dans le monde sombre et froid d'un homme déchiré. Les dissonances et autres passages destructeurs arrivent très bien à nous illustrer la douleur du personnage ainsi que la difficulté des épreuves qu'il traverse. Alternant entre paroles en français et en anglais, je n'irai pas jusqu'à dire que ça renforce le côté torture psychologique, mais il y a un petit aspect schizophrénique pas vilain du tout qui se développe. Impression renforcée par le fait que ce n'est pas vraiment facile de distinguer les deux langages. Et en 2020, le groupe a sorti la suite de cet album, Exégèse. Asiard, c'est la tourmente de l'esprit, la souffrance physique et psychologique et la perdition dans nos dilemmes. Il faut bien que je vous présente un truc japonais, et ça va être assez rapide, hein. Je fais exprès de choisir un truc un peu unique. Ça s'appelle Le Jardin d'Alice, en français. Là, regardez, c'est écrit. Seul Link peut vaincre Ganon. Et le nom de son seul EP, c'est Iganjitsu. En gros, ça veut dire irréel. Et pour le genre, accrochez-vous, c'est du post-black mixé à de la musique classique. Alors, le post-black, pour ceux qui savent pas ce que c'est du black metal, mais qui ferme à 12h30. Bon ok, c'est du black mais en plus éthéré, avec une base shoegaze post-rock. Voilà, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça s'écarte de la seconde vague norvégienne de black metal, avec une esthétique qui peut parfois différer complètement. Et donc, le Jardin d'Alice, objectivement, en vrai c'est pas très bon. Le premier truc qui va pas, c'est le mix. Alors je ne parle pas du mix des influences, ça au contraire c'est très bien, mais disons que je ne saurais pas dire si c'est le chant et la partie black metal qui est sous-mixée, ou si c'est la musique classique qui est absolument trop mise en avant. Ça crée un décalage déroutant, qui apporte une ambiguïté déstabilisante. Ça sonne classe, noble, mais le côté un peu lofi de la prod rend le tout un petit peu repoussant. Mais dès les premières secondes, on est embarqué dans un voyage onirique, dans un monde étrange, complètement irréel et surréaliste. C'est un projet qui n'a aucun sens, hein. C'est une expérimentation fascinante entre deux genres musicaux et deux époques différentes. Malgré ses défauts flagrants, j'aime énormément ce petit projet mystérieux, et je vous le recommande même si vous aimez pas le black metal. Si de nombreux métalleux ont pu poser une oreille sur un certain groupe anglais du nom de Cradle of Filth, ils furent en revanche beaucoup moins nombreux à poser cette même oreille sur Enigmist, un groupe de black metal mélodique à tendance symphonico-gothique qui n'a pourtant rien à envier à son aîné. Formé au Québec en 2005, ce groupe intégralement féminin et à la carrière relativement courte a pourtant accouché d'un album, Creation Born of a Trauma, qui tient la dragée haute à des albums aussi cultes que Cruelty and the Beast ou Stormblast. Et quand je parle de Stormblast, je parle bien de la version d'origine, celle de 96, pas celle de 2005, qui elle, en revanche, pue la... Désolé, je me suis un peu emporté. Donc, bien que cet album soit sorti en 2010, il possède en revanche toutes les caractéristiques qui permettraient de le comparer à des albums sortis 15 ans plus tôt, mais avec une mise en son bien meilleure et une influence heavy metal bien plus prononcée. La cohabitation entre les textes en anglais et des textes en français permet de donner au groupe le potentiel de plaire à un public assez large, mais c'est surtout par le biais de son côté mélodique que Enigmist marque l'auditeur, notamment par un duo de guitare assez efficace et par une voix qui ne s'engouffre pas dans la surenchère. Et s'il y a des bassistes parmi vous, je peux vous dire que vous allez être aux anges, car on est assez loin des parties simplistes auxquelles le black metal nous a habitués. C'est donc avec ferveur que je me permets de vous conseiller d'aller découvrir ce petit joyau méconnu qui mérite bien plus de reconnaissance. J'ai choisi Saor, groupe écossais fondé en 2013 qui semble avoir le vent en poupe ces derniers temps, si bien qu'il fut récemment remarqué par Season of Mist qui est désormais leur nouveau label. Saor est un one-man band mené par Andy Marshall qui s'occupe donc de tous les instruments et du chant.
Il dispose actuellement de 4 albums, Roots, Aura, Guardians et Forgotten Path, et certains de ces albums ont été réédités par le label marseillais. Tout au long de ces disques, Andy Marshall va nous transporter dans son pays, dépeignant avec brio la vasteté de la nature écossaise, son immense beauté, et piochant dans l'héritage écossais au travers par exemple de certains poèmes comme on peut le trouver sur Guardians avec le titre éponyme ou encore avec Tears of a Nation. Guardians, c'est l'album avec lequel j'ai connu Saor qui m'a marqué par ce très bon long titre qui nous emporte avec une grande facilité. Notons ici que ce disque progresse au niveau de la production qui est plus clair, moins roots, on va dire, sans mauvais jeu de mots avec un des albums précédents. Je parlais de la longueur des titres, il est vrai que les titres, quels que soient les albums, sont tous assez longs, ça dépasse souvent les 10 minutes, et ils ont tous un côté très captivant qui fait qu'on ne ressent aucune longueur. Les points forts de la musique de Saor sont avant tout la force évocatrice qui ressort de la musique, mais aussi toute l'imagerie qui est reliée, puisqu'à l'écoute des chansons du groupe, c'est directement l'Écosse qui se dessine devant nos yeux. Aussi, et surtout sur les derniers albums, on a parfois l'impression d'avoir des sortes de cartes postales musicales qui nous font la promotion du pays de Marshall. Point qui sera la cible de nombreuses critiques, notamment sur le dernier album, Forgotten Path, ce que j'ai du mal à comprendre, puisque tous ces aspects dont j'ai parlé, la force évocatrice de la musique, l'imagerie, le fait de nous envoyer directement en Écosse, tous ces aspects-là sont plutôt positifs que repoussants, ne croyez-vous pas ? Et je finirai par attirer votre regard sur les magnifiques pochettes du groupe, tout aussi belles les unes que les autres, qui nous plongent magnifiquement bien dans l'univers de Saor. Cut Up est un groupe de death metal formé en 2014 en Suède, et pourtant, ce n'est pas un groupe de death metal suédois. Car le death metal suédois, ou autrement dit le Swedish death metal, eh bien c'est une branche du death metal en particulier. Et cette branche se divise même encore en deux, puisqu'on a d'un côté les groupes plus mélodiques, comme In Flames ou At the Gate, et de l'autre les groupes plus lourds avec un son assez rugueux, comme Entombed et Graved par exemple. Mais dans le cas de Cut Up, ce n'est ni l'un ni l'autre. On est dans un son beaucoup plus typé américain et qui vous rappellera certainement plus Cannibal Corpse ou Deicide. Le groupe est encore assez jeune et n'a pour l'instant que 2 albums à son actif. Mais quels albums ? Forensic Nightmare en 2015 et Wherever They May Rot en 2017. 2 énormes parpaings d'une efficacité rare et qui font plaisir à entendre. Les riffs sont tranchants et brutaux, la rythmique est carrée et redoutable, et le chant est parfait, dans un registre guttural assez grave, mais tout de même assez féroce, un petit peu à la manière de Glenn Benton. Les albums en eux-mêmes sont assez bien rythmés et plutôt variés. On a des grosses rafales, aussi bien que du mid-tempo bien écrasant. C'est globalement assez méchant, et tant mieux. Et si le groupe est assez jeune, en réalité, les musiciens qui le composent ont déjà un peu de bouteille, notamment certains d'entre eux qui ont joué dans le groupe de death metal culte Vomitory. Et je pense que c'est aussi ça qui leur a permis de signer directement chez Metal Blade pour le premier album. J'aime beaucoup les 2 albums, mais j'ai ma petite préférence quand même pour le second, Wherever They May Rot. Les morceaux, je les trouve un petit peu plus marquants, et il y a un petit côté un petit peu Cannibal Corpse des fois dans la façon de composer, et notamment sur l'énorme tuerie qu'est Vermin Funeral. Mais avec une production différente, un peu plus écrasante. Et c'est pas tellement étonnant quand on sait que le mix et le mastering ont été gérés, orchestrés même je dirais, par Dan Swano, le techos à aller voir si vous voulez sonner puissant. Vraiment, si on aime le style, c'est de la crème vanille pour les oreilles. Pour les morceaux, je vous conseillerais Burial Time pour le premier album, et pour le second, Vermin Funeral et In the Aftermath. Le death est clairement un style où je m'épanouis, et en particulier dans le death mélodique. Si vous saviez comme j'aurais aimé vous parler de Before the Dawn, qui est juste un de mes groupes préférés tout court, malheureusement ils sont splittés en 2013 et sa suite spirituelle Wolfheart peine à me convaincre. Et puisqu'il a fallu faire un choix, je vais seulement me contenter de vous conseiller d'aller jeter une oreille à Voriz si vous aimez le death old school et à Iron Flesh si vous aimez le death à la suédoise. Car moi je vais vous parler de Bloodshot Down. Groupe anglais formé en 2003, ils se sont assez vite illustrés par un mélodef qui, bien que très racé et teinté de thrash, était de très haute volée. Et c'est dans ce sillon qu'ils vont creuser avec sa suite, Demons. Bien que fidèle à ses racines, l'aspect technique reste l'ingrédient principal, pour ne pas dire écrasant, de cet album.
Pour moi, l'équilibre sera atteint avec leur troisième album, Reanimation. Bien que l'aspect technique soit conservé, on alterne ici les passages plus impressionnants avec ceux plus touchants, avec une excellente proportion et des transitions très naturelles sans cassure. On ne se sent jamais étouffé par un quelconque besoin impérieux de montrer une quelconque supériorité, et on ne se fait jamais chier sur les riffs plus simples. En fait, ce ne sont pas deux composantes qui s'opposent en permanence, mais bien une complétude. La complexité n'est jamais employée dans un quelconque but démonstratif, elle sert toujours le propos mélodique et illustratif de la musique. Ce qui fait que l'on n'a aucun problème à pénétrer dans l'univers futuriste de cet album. En résumé, un merveilleux résultat alchimique de violence et de beauté. Amateurs de death metal, vous avez peut-être parfois l'impression qu'il n'y a pas assez de figures féminines dans votre genre préféré, en particulier en ce qui concerne les sous-genres les plus extrêmes. Rassurez-vous, car dans Cerebral Bore, le chant est tenu par une femme du nom de Simone Plumers, et autant vous dire qu'elle pourrait mettre de sacrés mandales à ses confrères. À l'écoute de Maniacal Miscreation, on en prend plein la gueule pendant 32 minutes. Et contrairement à l'immense majorité des groupes de Brutal Death, la recette ne lasse pas. Entre les vocalises impressionnantes de la chanteuse et la musique aussi dévastatrice qu'un coup de bulldozer dans la figure, on a ce que le genre a pu produire de meilleur ces dernières années. Au niveau des thématiques, on n'est pas dépaysé puisqu'on retrouve le trio gagnant meurtre, torture et sexualité déviante, et on retrouve également un morceau dédié à Joseph Fritzl, dont les fans de Benighted ont déjà entendu parler. La production est puissante mais ne vire jamais à la bouillie, et surtout elle ne surcharge pas trop les basses, ce qui fait que Cerebral Bore se distingue énormément de ses homologues. Je vous conseille de vous jeter sur Maniacal Miscreation, qui est vraiment un must-have dans votre collection. Et qui sait, peut-être que si vous êtes suffisamment nombreux à les soutenir, peut-être que le groupe nous pondra une suite. J'ai choisi de vous parler de Sojourner, groupe de death metal mélodique atmosphérique qui nous vient d'un peu partout. Il y a des mecs de Nouvelle-Zélande, de Suède ou du Danemark, je crois. C'est un peu un groupe avec tout le monde. La formation a vu le jour en 2015 et je dois d'ailleurs déjà corriger le tir puisque le premier album, Empire of Ash, évolue plus dans un black metal atmosphérique proche de Summoning. Écoutez Ions of Valor, cette ambiance brumeuse et lointaine, tant dans l'espace que dans le temps. Ces claviers, d'où naissent une douce mélancolie. Un écho dans le chant black et une musique épique, adouci par un chant féminin, aérien, qui semble comme un rayon de lumière perçant de noirs et menaçants nuages. Et gardons en tête ce chant féminin beau, similaire à celui que nous pourrions avoir dans Draconian ou Ison, mais avec beaucoup moins de tristesse dans la voix. Chant qui reviendra bien sûr sur les autres albums, toujours pour le plus bel effet, en simple apparition ou en duo avec le chant masculin, plus extrême donc, et qui, malheureusement, pourrait ne plus se retrouver dans Sojourner puisque la guitariste chanteuse, Chloé Bray, a récemment quitté le groupe et que celui-ci a affirmé qu'il ne souhaitait pas forcément retrouver une chanteuse. Et c'est bien dommage. Mais revenons sur les albums avec The Shadow Rod et Premonitions qui se verront plus dans le death mélodique. À la limite, je pourrais dire que The Shadow Rod est un disque de transition puisqu'on y trouve les reliques de black metal et les prémices d'un death mélodique. Et pareil au niveau de la production, puisqu'on peut facilement remarquer une amélioration tout au long des disques, jusqu'à Premonition qui sonnera plus puissant et plus pro. Et quels que soient les disques, on aura un côté atmosphérique bien ancré, bien poussé. Ce qui donne à certaines chansons une ressemblance avec Saor, puisque Sojourner aussi nous fait voyager dans de très beaux paysages, et pour cause, un des thèmes principaux du groupe est la nature, et ceci nous le ressentons très bien. Les titres sont longs, beaux, et moi qui baigne actuellement dans le genre de groupe aux tendances atmosphériques, qui facilitent l'évasion, l'envol, je peux vous dire que j'ai atteint parfaitement ce que je recherchais avec Sojourner. Notamment avec le dernier album Premonitions qui a vu le groupe signer avec un gros label, Napalm Records, ce qui, j'espère, lui apportera l'attention qu'il mérite. Le slamming brutal death metal, ou juste slam, s'est développé et popularisé fin 90, début 2000, avec des groupes comme Deverment, puis ensuite Guttural Secret, Dysentery aux États-Unis, puis ça s'est exporté en Europe et notamment en Norvège avec par exemple
Cranium, pour ne citer que ça. Pour faire simple, le slam, c'est du brutal death avec du hardcore. Alors faut pas confondre avec le deathcore ni avec Dying Fetus, hein, c'est encore autre chose. Surtout que le deathcore et le slam, bah, ça s'influence pas mal. Et donc cette première vague de slam, elle est restée bien ancrée dans le brutal death. Mais à cette époque, la tendance commença à changer et la part du hardcore grandissait. Et quand je dis hardcore, je parle évidemment de sa version racaille, le beatdown. Pour synthétiser de ouf, le hardcore beatdown, c'est du hardcore en plus lent, en plus lourd et en plus gras. Et accessoirement un vocaliste qui sait pas chanter. Et bien sûr des mosh parts qui donnent envie d'éclater des gueules, dont surgissent des breakdowns qui filent des descentes d'organes. Et l'efficacité de ce style, c'est principalement ces breaks, donc casser le tempo à des moments finement choisis. Et donc pour ceux qui connaissent pas, hein, vous l'aurez compris, le beatdown, c'est l'inverse du progressif. Pas besoin d'avoir un jeu technique et pas besoin de savoir jouer droit. Et donc dans les années 2010 principalement, on a une nouvelle forme de slam, le slam beatdown. C'est donc du slam moins brutal death, mais avec une prod beaucoup plus écrasante. Niveau tempo, c'est aussi entre down et mid tempo, donc ça c'est typique du hardcore beatdown, mais avec des bons gros blast beats de brutal death. Ajoute à ça un chanteur qui va te lâcher des vocals encore plus gutturales, semblables à des vomissements, ainsi que des artworks toujours plus absurdes dans le gore. Et paf, ça fait Divorce Unborn. Je m'arrête là pour l'histoire du slam, mais vite fait. Le style graphique a beaucoup évolué, surtout grâce à Photoshop, et on a de plus en plus d'artwork très colorés, pas autant que dans le deathcore, mais c'est plus aussi gore qu'un vulvectomy par exemple. Et là, la nouvelle mode, ben c'est les artworks hentai. Voilà, bah je voulais juste placer Dehumanizing It At Wine Worship, et évidemment dire que Love Live, c'est trop bien. Bon allez, Divorce Unborn, c'est un groupe italo-texan qui est devenu suédo-texan. Alors en fait c'est parce qu'ils ont changé de chanteur et que il est suédois, donc voilà quoi. Oui, on peut dire que c'est un groupe cosmopolite. Ils ont sorti leur tout premier album Consuming the Morgue Remains en 2012 avec son déjà culte Bitch in a Ditch. Alors on a déjà les bases de ce que va être le groupe, c'est-à-dire du gros slam beatdown hyper teubé, et honnêtement pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace dans le style. Mais le groupe monte en gamme en 2015 avec la sortie de Meconium Pestilent Abomination. Et le petit plus de Divorce Unborn, bah c'est son batteur. Ah bah le mec c'est une véritable Gatling. Écoutez le morceau éponyme, la batterie elle est impressionnante. Bon alors les blasts qui rendent fou, bah c'est trop cool. Mais un gros break là-dessus avec cette guitare hyper grasse, je peux vous jurer que ça fait griller le peu de neurones que vous avez. Alors oui, globalement Divorce Unborn, ça reste toujours la même recette. C'est d'abord un riff giga groovy, blast beat, puis break, encore un blast, puis ça ralentit, et ça explose en breakdown de hardcore down tempo. C'est juste de la violence gratuite. Bon ok, le CD c'est à peu près 10€ sur internet. À l'inverse du grindcore ou du fastcore qui va tout dévaster en quelques minutes, Divor prend le temps de sortir le bulldozer en exterminant toute forme de vie, en s'assurant bien qu'il n'y ait plus rien qui puisse bouger. Et le summum de la brutalité et du groove, c'est sur The Necrotic Resurrection. On dirait que le morceau ne s'arrête jamais tant ça surenchérit. Et les deux autres morceaux cultes, c'est Beg for Death et évidemment Cesspool of Stillburns avec son riff bien golemon. Et en 2019, le groupe ressurgit avec Liturgy of Irreverent Oblation, un petit EP qui me parle beaucoup moins, car même si le chanteur est plus quali que le précédent, bah ils ont ralenti le tempo global. Tout s'est d'un coup alourdi, le son des guitares est beaucoup plus brûlant, mais on a perdu ce groove d'attardé qui faisait toute l'originalité du groupe. Mais après, ça reste le haut du panier, hein, c'est plus une question de goût. Si vous aimez pas les albums, essayez peut-être l'EP. Lengche est un groupe de grindcore belge formé en 2001, et c'est non seulement un groupe culte, mais en plus il a été fondé en partie par le grand Sven de Kaluwe, chanteur et tête pensante d'Aborted. Au passage, Aborted, meilleur groupe de death grind. Lengche sort son premier album en 2002, Death by a Thousand Cuts, mort par un millier de coupures. C'est un titre en fait qui relate une méthode de torture, ou plutôt d'exécution, puisqu'on meurt à la fin, qui se pratiquait en Chine jusqu'au début du XXe siècle, et qui se prononçait alors Lingchi. Voilà, et romanisé, ça donne Lengche. Lengche, comme beaucoup de groupes de grindcore, ça parle de choses sérieuses, de problèmes de société, de surconsommation, de racisme, de la quête de la célébrité, mais ça se permet aussi parfois quelques écarts pour parler de spandex, par exemple. Le groupe compte à son actif 6 albums studio. Death by a Thousand Cuts en 2002, Man-Made Predator en 2003, The Process of Elimination en 2005 et Marasmus en 2007.
Et c'est à ce moment-là que Sven quitte le groupe, ce qui fait qu'il n'y a actuellement plus aucun membre fondateur dans le groupe. Le groupe continue quand même son chemin avec Hippomanic en 2010 et Razorgrind en 2017, c'est-à-dire 7 ans plus tard, ce qui n'est pas rien. Mais la qualité est toujours au rendez-vous. Lengche, c'est sauvage et violent. Et même si on reste sur une base bien grindcore, ça apporte quand même son lot de petites influences, de petits éléments qui vont offrir une certaine variété aux albums, en tout cas suffisamment pour qu'on ne s'y ennuie pas. Parfois ça groove, parfois ça blast, parfois ça incruste des petits passages un peu plus ambiants, parfois ça découpe les riffs de manière beaucoup plus moderne, de quoi satisfaire n'importe quel appétit de brutalité. Au passage, même si le groupe n'est pas forcément connu de tous, sachez qu'il jouit quand même d'une certaine réputation dans la sphère grindcore, et rien de mieux pour le valider que de faire un featuring avec Barney Greenway, le chanteur de Napalm Death. Difficile de conseiller des morceaux en particulier ce coup-ci, donc mon conseil c'est d'aller vous taper en entier l'album Razorgrind, même si tous les albums sont excellents, celui-là c'est peut-être le plus abouti, et ça vous fera une bonne idée de ce que vous avez à vous mettre sous la dent. Si certains groupes ont pu faire dans la subtilité en ce qui concerne le grindcore, enfin, façon de parler, d'autres ont décidé de mettre les pieds dans le plat et de tout pousser à fond en ce qui concerne le n'importe quoi et de baisser au maximum le niveau d'intelligibilité. D'intelligibilité et d'intelligence aussi. C'est clair qu'avec Rompe Prop, on va pas prendre une thèse sur les énergies renouvelables. Oh, ça non, parce que les thèmes de prédilection du groupe, c'est plutôt les fluides corporels et le mélange de ces derniers. Formé en 2001 aux Pays-Bas, le groupe est rapidement devenu culte grâce à ses concerts bien plus axés sur le défouloir que sur une réelle expérience musicale. Il faut dire qu'il est impossible de comprendre les paroles du groupe car la voix est artificiellement pitchée et modifiée afin de la rendre outrageusement gutturale et déformée. De toute façon, avec ce groupe, comme beaucoup de formations estampillées gore grind voire porno grind, les paroles n'ont que très peu d'importance. Les morceaux sont assez courts, on dépasse assez rarement les 3 minutes, ce qui fait qu'on peut s'écouter l'intégralité de la carrière du groupe en à peine 1h30. Cette discographie est composée de l'EP Menstrual Stompulk et de 2 albums, soit une 40aine de morceaux, tous aussi violents que volontairement débiles. Et puis alors là, me demandez surtout pas mon morceau préféré, hein. Faut pas pousser. Pousser. Si le black se complaisait dans l'underground pour des raisons presque philosophiques, le grind s'y cantonne pour une justification beaucoup plus simple. C'est une scène qui se prend très peu au sérieux. Les quelques rares groupes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu étaient surtout rattachés à la thématique politique. On va pas se le cacher, le pipi caca de Gutalax ou de Reckless Magma, c'est rigolo 2 secondes, mais ça s'arrête là. Certains groupes sont même des blagues à part entière, et les meilleures blagues sont les plus courtes. Donc assez souvent, la longévité de la plupart de ces groupes est faible. Avec le black, j'avais déjà du mal, mais avec le grind, c'est encore pire. Assez grossièrement, on peut rattacher 3 grosses influences au grind. Le death, le punk et le thrash. Donc si je creuse dans ce dernier aspect, il y a des chances pour que je tombe sur un truc intéressant qui me plaise. Et bingo, ce sont les Australiens de Voetch qui ont réussi à attirer mon attention. Avec des riffs qui ont une touche légèrement thrash pour commencer, qui sont aidés par une production rehaussée contrairement à la majorité de la scène bien dégueulasse. Pour autant, on n'est pas dans une propreté totale, puisque la voix et la batterie sont très clairement rattachables au grind. Mais la partie thrash permet de donner un côté plus léger et accessible. On est toujours dans un déluge de violence, mais puisque là on arrive à comprendre les notes, tout concourt à lui donner sens. Et ça rend le truc bien plus efficace. Pour comprendre là où je veux en venir, vous pouvez vous jeter sur leur EP de Senseless Violence, qui est gratuit, ainsi que sur leurs 2 albums. J'avais envie de présenter un petit groupe de chez moi,
Vomi Noir, un groupe un peu culte de la scène toulousaine, car c'est en fait le side project de Blue Holocaust, qui est composé des mecs en fait de l'assaut Les Enfants Sauvages, et qui organise des concerts au Pavillon Sauvage à Toulouse, et qui propose autant de groupes de grind que de musique expérimentale, ou même du metal extrême et du hardcore, ainsi que du crust et tout ça quoi. Et leur petite particularité, c'est que quasiment tous leurs concerts sont prix libres. Et c'est une salle que j'adore, donc autant leur faire une petite promo. Et donc Vomi Noir, c'est un peu le groupe qui fait les premières parties quand il y en a pas de base. En gros, t'es pas un vrai Toulousain si t'as pas vu 10 fois Vomi Noir. Alors c'est un groupe de gore grind, et un peu death grind, enfin tout ça quoi. Rien de novateur, mais ce qui compte c'est que les morceaux soient directs et efficaces. Et ben on passe toujours un bon moment à écouter du Vomi Noir. Voilà, donc moi j'ai que le CD de la démo, mais en 2019 ils ont sorti un album et qui s'appelle Les miasmes de la déliquescence. Et en plus Vomi Noir ils chantent en français. Et ouais, il y a vraiment des paroles hein. Bon, on a du mal à comprendre, mais elles sont là. Et sinon allez aussi écouter Blue Holocaust et Pulmonary Fibrosis, qui est déjà un peu plus connu. Voilà, donc un truc qui est sûr, la scène gore grind se porte plutôt bien. Antigamma est un groupe de grindcore polonais fondé en l'an 2000 à Varsovie. Ils ont à leur actif 7 albums. Intellect Make Us Blind en 2002, Discomfort en 2004, Zero Land en 2005, Resonance en 2007, Warning en 2009. Mais je vous avoue que je les connais surtout pour les 2 derniers albums en date, l'incroyable Meteor, sorti en 2013, et The Insolent, l'album par lequel j'ai découvert le groupe en 2015. D'ailleurs, je l'avais cité dans mon bilan de l'année, il me semble. En tout cas, il m'avait bien marqué. Antigamma, c'est du grindcore que je qualifierais de moderne, c'est-à-dire qu'il a été épuré de toutes ses influences punk, hardcore, qui ont fait les débuts de la scène, et qui du coup n'aurait dans son catalogue que du pur grind, influencé par du grind. Enfin, je dis ça, mais c'est pas tellement vrai, parce qu'on sent quand même un certain amour des musiciens pour les structures alambiquées, les variations rythmiques, les incursions atmosphériques, et des éléments que moi, dans mon ignorance relative, j'associe au jazz. Mais je peux me tromper. Mais je les ai vus quand même quelques fois classés dans le technical grindcore, par exemple, ou l'expérimental grindcore. Technique et expérimental, j'irai peut-être pas jusque-là non plus, parce qu'on part pas non plus dans la folie et le psychédélisme total. Ça reste des morceaux efficaces. Accessoirement, c'est quand même hyper appréciable d'avoir un son aussi propre et des morceaux aussi intelligemment pensés dans une scène grindcore qu'on a un peu trop tendance à considérer comme bêtement brutale. Cela dit, pas de panique, on a quand même bien la rage et ça groove parfois assez méchamment, comme dans certains morceaux plus récents, on va dire, de Napalm Death, si vous voulez une référence plus connue. Thématiquement parlant, on est sur de l'esprit humain, sur de l'abstrait, du concept, sur de l'introspection et de la psychologie. Et oui. Après là, je parle surtout des 2 derniers albums et de l'EP Depressant sorti en 2017. Pour moi, c'est vraiment ce qui synthétise le mieux le grindcore que j'aime. C'est violent sans être stupide, intense sans être brouillon, et grind sans être crasseux. Pour les conseils d'écoute, je vous renvoie directement vers le duo Eraser et The Land of Monotony, 2 morceaux qui se suivent sur l'album The Insolent, ou sinon, si vous avez envie, vous pouvez aussi vous faire tout l'album Meteor, c'est pas si long que ça, pas difficile à digérer, et ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une idée un petit peu comme ça, un peu amusante à faire. Surtout que ça me donnait l'occasion d'inviter un peu les copains. Je les remercie tous autant qu'ils sont de m'avoir donné un petit peu de leur temps et de m'avoir du coup envoyé leur partie. J'espère que le résultat vous plaira. Leurs chaînes à eux sont dans la description de la vidéo, donc je vous invite à aller les voir, à leur donner un petit peu de votre temps et à aller vous abonner bien sûr. Et pour ce qui est de moi, eh bien on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez, partagez, commentez, vous connaissez tout ça. Et on se revoit très bientôt pour parler de métal toujours. Allez, ciao.